Grand B, la suite. L'aide Marshall, ou plan Marshall, proposé dès juin 1947, est le prolongement de ce principe. Par cette aide, les États-Unis entendent soulager la misère de l'Europe en ruine et ainsi endiguer l'expansion du communisme. Les États-Unis demandent aux États européens de s'accorder entre eux au sein de l'OECE, c'est ainsi la première base de la construction européenne qui se met en place, afin d'établir un plan de reconstruction, jetant ainsi les premières bases d'une coopération économique européenne. Le mécanisme retenu consistant à fournir du crédit Le mécanisme retenu consistait à fournir à crédit des produits de fabrication américaine, permis de relancer la machine économique américaine, d'assurer le redécollage économique des pays bénéficiaires. C'est le début des 30 Glorieuses. La reconstruction européenne relativement rapide fut largement stimulée par l'aide américaine, tandis que l'économie américaine évita la récession à cause d'une surproduction massive. Au-delà des intérêts des producteurs américains et de l'aspect humanitaire de l'œuvre, il faut voir que la doctrine Marshall matérialise la crainte des États-Unis face à l'effondrement des institutions démocratiques occidentales au profit de l'URSS. URSS qui pouvait s'appuyer sur les éventuelles accessions au pouvoir des communistes en Europe occidentale, et ceci de façon légale. URSS qui aurait pu s'appuyer sur les victoires communistes légales aux élections dans les pays d'Europe de l'Ouest. Il faut imaginer qu'en Belgique, en France ou en Italie, le Parti communiste est alors le premier parti et le principal parti de la vie politique, rassemblant entre 25 et 35% de l'électorat. Les États-Unis exigent également que les communistes qui participent au gouvernement d'union nationale ou des gouvernements de gauche où ils sont alliés avec les socialistes soient renvoyés. On voit bien donc que derrière l'aspect purement généreux se cachent des aspects économiques, mais aussi des aspects politiques. On a là tous les aspects de ce que l'on appelle une grande puissance qui sait utiliser sa puissance économique et financière au profit d'un but politique plus large et d'un but idéologique. L'administration américaine s'appuie donc sur sa supériorité économique et financière pour la traduire politiquement à travers l'endiguement ou containment. Cette aide est refusée par l'URSS et les pays qu'elle a placés sous sa coupe en Europe orientale. En octobre, Jdanov propose une analyse manichéenne du monde, c'est la doctrine Jdanov. Cette doctrine allait devenir caractéristique de la problématique de la guerre froide qui s'annonce alors. Contre la guerre et l'impérialisme américain, il fallait selon lui mobiliser toutes les forces. Il n'était plus question de collaborer avec les sociodémocrates, considérés comme des traîtres, des sociotraîtres, et des alliés objectifs de l'impérialisme américain. On a donc là une césure politique que l'on va retrouver dans l'ensemble des pays, césure qui conduit encore aujourd'hui à des tensions très fortes entre ce qu'on appelle les deux gauches. 1949, l'acquisition de la bombe atomique. 1949 est un choc. L'acquisition de la bombe atomique par l'Union soviétique bouleverse la donne géopolitique. Un conflit direct entre les deux grands se solderait par l'autodestruction de l'un et de l'autre et donc devient impossible. Sauf si le pays est capable de disposer de vecteurs plus nombreux, capables de frapper avec plus de rapidité l'adversaire. Alors que la bombe nucléaire s'affirme dans les discours comme une arme de dissuasion et donc un élément diplomatique et non militaire, une course aux armements se met en place. Cette course est à la fois économique, il faut avoir les moyens de se payer un arsenal toujours plus grand, mais aussi une guerre technologique. C'est à qui aura la bombe la plus puissante, la plus efficace, entre guillemets, et qui dispose de vecteurs toujours plus rapides. On voit donc l'émergence des sous-marins nucléaires, de missiles intercontinentaux,
Tout cela coûte une fortune à l'URSS et aux États-Unis qui se ruinent dans cette guerre. Qui se ruinent dans une guerre qui reste totalement impossible. Aux États-Unis, cette nouvelle donne, avec l'affirmation de la puissance nucléaire soviétique, renforce un climat de suspicion envers communistes, socialistes, mais aussi étrangers ou personnes d'origine étrangère, notamment les juifs allemands ou les juifs originaires d'origine centrale et orientale. On voit ainsi la résurgence d'une forte xénophobie et d'un fort antisémitisme qui avait pu s'exprimer dans les années 1920-1930. Cette recrudescence de la xénophobie et de l'antisémitisme, dite chasse aux sorcières, fut dirigée par le sénateur McCarthy, d'où le nom de la crise McCarthyiste, qui frappa le milieu artistique, je pense à des gens comme Dashiell Hammett ou Chaplin, qui furent contraints à l'exil, mais aussi des scientifiques, Oppenheimer, ou les époux Rosenberg, qui furent condamnés à mort. Mais furent touchés. On assista également à une épuration dans les milieux politiques et administratifs. On voit donc là qu'une puissance démocratique, et qui les affiche comme telle face au totalitarisme soviétique, est capable de détruire ses propres valeurs, à savoir la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de penser. « 1953-1956, la mort de Staline entraîne une lutte de pouvoir au sein de l'appareil d'État soviétique et du Parti communiste d'Union soviétique. Finalement, Khrouchtchev élimine l'aile la plus violente, incarnée par Beria, chef du NKVD, le prédécesseur du successeur de la Tchéka et prédécesseur du KGB, les services secrets soviétiques de triste mémoire. Khrouchtchev instaure la déstalinisation qui permet à l'intérieur du pays de dénoncer les crimes staliniens et de réhabiliter ses victimes. La plupart des goulags ferment, même si le régime devient moins répressif, il reste une dictature à parti unique. Dans les pays sous influence, Khrouchtchev tolère les voies nationales du socialisme, permettant ainsi à de nouveaux dirigeants de ne plus s'aligner sur les principes de l'URSS. Cependant, toute déviance est sévèrement réprimée, comme le montrent les cas hongrois, répression de Budapest en 1956, ou le cas tchécoslovaque avec l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Sur la scène internationale, le changement de climat est net. Prenant acte de l'équilibre de la terreur et de la déstalinisation, l'administration Eisenhower, celle de Kennedy reste plus rétive à cette dimension, mais c'est surtout Eisenhower qui, dans les années 50, accepte le dialogue avec l'Union soviétique. Il accepte des pourparlers qui vont mener aux accords de Genève et à l'invitation de Khrouchtchev à la tribune de l'ONU, une nouvelle ère s'annonce, c'est la coexistence pacifique. Cependant, les tensions technologiques persistent avec la course à l'espace où les soviétiques ont pris une longueur d'avance avec l'envoi du premier satellite artificiel, le fameux Sputnik, en 1957. Mais ce qui frappe le plus l'opinion publique mondiale et particulièrement américaine est l'envoi du premier homme dans l'espace en 1961. Yuri Gagarin est propulsé dans l'espace et arrive à revenir. Cette prouesse technologique va être utilisée par les soviétiques afin de prouver, selon eux, la supériorité de l'URSS contre le régime capitaliste. Cela induit une réponse immédiate de la part des États-Unis, réponse immédiate qui se soldera par une véritable course à l'espace et notamment une course à la Lune qui finalement sera gagnée par les Américains.